5e semaine sur la découverte de la cybersécurité. Aujourd'hui, Nicolas Courty, donc un professeur des universités de Bretagne Sud en sciences de l'informatique, va nous présenter l'intelligence artificielle à travers la cybersécurité. Dans une première partie de cette vidéo, il va nous montrer l'évolution en fait de l'intelligence artificielle au fur et à mesure des années. On va parler notamment de deep learning, de machine learning, d'algorithmes d'apprentissage. Puis ensuite, dans une deuxième vidéo, Nicolas Courty va rentrer en détail dans les algorithmes de deep learning, c'est-à-dire qu'il va introduire les notions informatiques et mathématiques, les modèles mathématiques d'un modèle d'apprentissage, la genèse de l'intelligence artificielle. Et ensuite, il terminera par un exemple concret d'attaque de ces modèles de données, ces modèles d'apprentissage, et aussi quelles ont été et quelles sont et quelles seront les défenses à mettre en place dans ces algos d'intelligence artificielle, parce qu'on verra que dans le domaine de la cybersécurité, de plus en plus de hackers, gens malveillants, font appel justement à l'intelligence artificielle pour attaquer. Et il faut donc aussi que ceux qui défendent utilisent ces nouveaux outils mis à disposition pour se défendre. On découvre tout de suite la première partie en vidéo sur l'intelligence artificielle en général. C'est parti. Bien, bonjour à tous. On se retrouve dans la nouvelle partie associée à la nouvelle partie de ce MOOC sur la cybersécurité, associée aux questions relatives à l'intelligence artificielle et plus précisément à la manière dont nous allons pouvoir attaquer des systèmes d'intelligence artificielle ou éventuellement les défendre. Alors, les objectifs de ce cours passent tout d'abord par une initiation aux enjeux de la sécurité des algorithmes d'apprentissage automatique. Alors, dans la suite de cette partie, j'utiliserai de manière indistincte le terme anglais associé à cette notion d'apprentissage qu'on retrouve sous le nom de machine learning ou le terme en français, donc apprentissage automatique. Alors, cette initiation, elle passe par finalement tout d'abord une première explication de ce qu'est l'intelligence artificielle, de comment ça peut impacter nos vies sur une base journalière et comment finalement les enjeux généraux de cybersécurité s'instancient dans cette problématique de l'intelligence artificielle. Donc, nous essaierons, après avoir fait cette introduction, de donner une vue globale des possibilités d'attaque d'algorithmes d'intelligence artificielle et des possibilités de défense. Alors, ces méthodes seront décrites pour un contexte général de l'apprentissage, mais nous aurons aussi un focus plus particulier sur un type de modèle extrêmement courant à l'heure actuelle utilisé pour faire de l'apprentissage, donc qui sont les réseaux profonds et ce qu'on appelle le deep learning en anglais. Donc, lors de cette première semaine, nous ferons une introduction générale à la problématique de l'intelligence artificielle avec une mise en contexte historique ainsi qu'un petit aperçu des développements récents dans ce domaine. Dans un deuxième temps, nous nous intéresserons, sans rentrer vraiment dans les formalismes mathématiques, nous intéresserons aux principes généraux des mécanismes liés à l'intelligence artificielle. Et nous ferons un petit focus sur la notion de réseau de neurones, voir comment ça fonctionne, du moins sur le principe général. Puis dans un troisième temps, nous nous intéresserons aux liens possibles existants entre l'IA et la cybersécurité. Puis nous détaillerons en fait une série d'attaques et de défenses possibles lors d'une première partie, et cette deuxième partie sera complétée par une deuxième partie sur cette même thématique avant de conclure cette semaine liée au lien entre intelligence artificielle et cybersécurité. Bien, commençons par donner quelques définitions importantes associées à notre domaine. Donc le machine learning ou apprentissage automatique correspond à finalement une automatisation par une machine, un ordinateur, d'un ensemble de tâches qui peuvent être soit fastidieuses, répétitives à faire par l'homme, soit éventuellement trop compliquées de mise en relation de différents concepts et données entre elles. Alors, cette automatisation de tâches, elle est finalement liée à une forme d'extraction de connaissances et de modèles à partir d'un ensemble de données. Alors ces données, c'est finalement le produit de ce qu'on appelle l'ère du numérique, c'est-à-dire qu'on génère un grand nombre de données qui augmentent quasiment de manière exponentielle, en tout cas sur ces 20 dernières années. Donc c'est pour ça qu'on parle de données massives. Et cette production d'informations a augmenté
notamment grâce à notre capacité de stockage et de transport des informations sur le réseau, mais aussi notre capacité à acquérir de l'information au travers, par exemple, de capteurs, d'objets connectés ou éventuellement de dispositifs à visée scientifique relativement complexes. Donc ces masses de données qui sont générées, en fait, vont servir à alimenter ces algorithmes d'apprentissage automatique dans un but précis. Alors parmi ces modèles d'apprentissage automatique, il existe une sous-catégorie qui va nous intéresser un petit peu pendant ce cours. Donc c'est la catégorie du deep learning qui est basée principalement sur un type de modèle précis qui sont des réseaux de neurones. Donc ce n'est pas des neurones au sens biologique du terme, mais sont des neurones au sens mathématique du terme, et nous présenterons ça un petit peu plus loin. Bien, poursuivons maintenant avec une définition un petit peu plus formelle de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas vraiment une discipline récente, puisqu'elle a été créée en fait juste après la Seconde Guerre mondiale, donc au début des années 50. Et grosso modo, elle vise surtout à reproduire les capacités liées à la cognition humaine. Donc elle a été majoritairement symbolique à ses débuts, c'est-à-dire en fait, on a cherché d'abord à représenter les connaissances sous une forme informatique et être capable de modéliser le processus d'induction, d'inférence, c'est-à-dire notre capacité à créer de la connaissance à partir de connaissances déjà existantes. Et le terme est revenu surtout à la mode ces dernières années pour ses aspects numériques, c'est-à-dire plutôt l'exploitation des données et l'exploitation des masses de données qui sont disponibles. Alors non pas que la recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle symbolique ne soit pas féconde, c'est pas du tout le cas, au contraire aussi avec beaucoup d'avancées, mais c'est surtout dans le domaine justement de ces aspects numériques qu'on a observé le plus d'améliorations significatives au cours de ces dernières années. Alors, dans tous les cas, si on devait donner une définition relativement, on va dire, générale de l'intelligence artificielle, on dirait qu'elle cherche d'abord à faire exécuter par l'ordinateur des tâches pour lesquelles, finalement, un humain est actuellement meilleur que la machine. Donc ça veut dire que, quelque part, si on examine une tâche pour laquelle, en fait, la machine est déjà meilleure que l'humain, en fait, c'est plus vraiment de l'intelligence artificielle. Et un bon exemple, c'est si on fait la multiplication de deux grands nombres, on est capable de faire le calcul, mais sans doute qu'une machine sera capable quasiment instantanément de donner le résultat. Et pour autant, en fait, ça ne constitue pas vraiment de l'intelligence artificielle. Alors, examinons maintenant une sorte d'historique lié à cette intelligence artificielle. Donc, comme je vous le disais, elle a débuté à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et notamment au travers des travaux d'Alan Turing, qui visaient surtout à voir s'il était possible de générer automatiquement de la connaissance mathématique. Puisque finalement, on est capable, en combinant différents théorèmes et différentes hypothèses, de produire de nouveaux théorèmes et de nouvelles connaissances. Est-ce qu'on peut automatiser ce processus? Est-ce qu'on peut chercher à prouver automatiquement un théorème dans le domaine des mathématiques? Et si oui, comment est-ce qu'on formalise tout le mécanisme lié à ce cheminement? Donc les travaux d'Alan Turing, en fait, ont connu un certain nombre, en fait, d'avancées et de rebondissements entre les années 50 et 70, et notamment donc, à la fois par un certain nombre de premières réussites, mais aussi un certain nombre de difficultés, où on s'est rendu compte notamment de la difficulté qu'on pouvait avoir à utiliser ou à manipuler des connaissances qui ne sont jamais exprimées explicitement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où on n'est pas capable de décrire un processus complexe dans son intégralité, pour le formaliser de manière informatique, on s'expose à un certain nombre de difficultés qui rendent des problèmes très compliqués. Alors, du coup, les premières avancées ont eu lieu dans le domaine de la représentation des connaissances, donc surtout sur cette visée symbolique. Mais aussi quelques théorèmes et quelques résultats sur l'impossibilité de représenter toutes les connaissances, et sans doute le fait qu'un ordinateur ne peut pas en fait être une modélisation parfaite de à la fois de nos mécanismes cognitifs et aussi de l'univers dans lequel on habite. Alors, une fois qu'on est sorti de ces constats-là, on arrive à la conclusion qu'il est nécessaire de ne pas tout rédiger sous une forme générique et qu'il faut, dans une certaine mesure, en fait, être capable de laisser une part du système que l'on cherche à décrire, à simuler, non décrite et non représentée. Alors,
Entre les années 70 et 1980, finalement, on s'aperçoit que l'intelligence artificielle va chercher à se spécialiser sur des tâches en fait beaucoup plus spécifiques. Donc, on n'est plus sur la modélisation finalement de la cognition humaine. On va être plutôt sur la modélisation de quelques tâches très spécifiques, comme par exemple la compréhension du langage naturel, la démonstration automatique de théorèmes. Cette notion liée à la représentation des connaissances, et aussi des tâches spécifiques comme la programmation de certains jeux, être capable de faire une machine qui joue aux échecs, qui joue aux dames, etc. Donc là, ce qu'on aperçoit, c'est que les objectifs finalement de l'IA sont réduits à la résolution de problèmes très spécifiques. Et finalement, quand on est toujours dans cette historique, même en se concentrant sur des problèmes qui sont en apparence simples, on se rend compte que la résolution de ces problèmes dits simples sont assez complexes. Donc typiquement, en fait, si on prend le problème de reconnaissance du sujet associé à une image, là j'ai mis une image de panda par exemple dans la partie gauche de l'écran, et si finalement je présente cette image à n'importe quel enfant sans doute de plus de 4 ans, en fait, la réponse sera automatique et on se dira « Ah, c'est un panda ». Mais finalement, ce problème relativement simple, il prend un sens beaucoup plus complexe quand on regarde du point de vue de la machine, parce que du point de vue de la machine, finalement, ce panda est une collection de bits à 0 et à 1, qui font que l'interprétation comme un tout, un objet structuré qu'on peut reconnaître comme étant spécifique, on peut lier spécifiquement à cette catégorie d'objets qui sont les pandas, est un problème qui est extrêmement complexe. Donc, même avant d'aller vers des images de pandas, ce qu'on peut voir, c'est que le problème de reconnaissance d'objets dans des images est un problème qui a paru extrêmement complexe et qui typiquement a marqué une période qu'on a appelée l'hiver de l'IA, parce que sur un problème tout simple, encore beaucoup plus simple que finalement notre capacité à dire si une image est un panda ou pas, sur la reconnaissance de caractères numériques, on s'est heurté à des véritables difficultés. Donc typiquement sur la question qu'est-ce qu'un 2, effectivement si je trace un 2 à l'aide de ma tablette, je vais avoir différentes manières de le tracer, différentes formes de représentation, et certaines vont être plus ou moins complexes, mais on voit que, ne serait-ce que pour mon écriture, en fait, il y a plein de 2 possibles. Donc je ne peux pas encoder de manière générale ce qu'est un 2, et le fait que si je demande à n'importe quel autre utilisateur de dessiner un autre 2, il va sans doute avoir encore une fois un niveau de représentation qui sera très différente, avec des points d'inflexion qui seront différents, etc. Être capable d'encoder cette variabilité, non pas de décrire explicitement cette variabilité en disant bah, les 2 ils sont comme ci, comme ça, mais être capable de faire une machine qui reconnaît, comme à l'image de n'importe quel être humain en fait, qui reconnaît un 2 et qui est capable de le distinguer, c'est une tâche qui est apparue à l'époque déjà relativement difficile. Alors si on poursuit un petit peu cette chronologie, on se rend compte qu'à partir de 2005, finalement, on a aussi une explosion un petit peu plus, un essor associé à ces questions liées à l'intelligence artificielle. Alors, les grandes sources de données les grandes sources de ce progrès, sont liées à l'augmentation justement du nombre de données et notre capacité à intégrer ces données dans les algorithmes. Et aussi, donc j'en parlais tout à l'heure, en fait, avec l'avènement de l'ère du numérique, mais aussi, quelque part, à l'augmentation de nos capacités de calcul, à la fois en termes de vitesse de traitement et de capacité de traitement de grandes masses de données. Donc, typiquement, le deep learning, lui, utilise fortement, en fait, les GPU, qui sont les cartes graphiques dans nos ordinateurs, dont l'usage principal a été un petit peu détourné pour systématiser un grand nombre de calculs qui sont faits par ces algorithmes d'apprentissage. Effectivement, donc, pour revenir à cette idée qu'on a déjà un petit peu présentée, le machine learning et l'apprentissage automatique sont vraiment, finalement, ce pendant de l'intelligence artificielle, cette sous-catégorie de l'intelligence artificielle qui cherche à exploiter donc ces masses de données au travers d'algorithmes. Donc, pour le deep learning, finalement, on s'aperçoit que même si finalement les premiers modèles de réseaux de neurones sont des choses qui datent et qui ont été développées dès le début en fait des travaux sur l'intelligence artificielle,
C'est uniquement qu'à partir de 2010 qu'on s'aperçoit que ces méthodes-là arrivent à battre de manière consistante et parfois avec des écarts impressionnants les autres méthodes en apprentissage automatique. Et on peut conjecturer qu'en fait ce retour des réseaux de neurones et des modèles associés est lié notamment à leur capacité à justement exploiter les masses de données qui sont mises à disposition de ces modèles-là. Maintenant, donc, on est dans une ère où finalement l'intelligence artificielle fait extrêmement parler d'elle parce que justement des résultats ont été obtenus dans plusieurs domaines. On peut citer notamment en fait le domaine de la vision par ordinateur, où là en fait on suppose que la machine est capable, au travers de capteurs de type vision, c'est-à-dire une caméra, un appareil photo, éventuellement un capteur optique satellite, est capable d'analyser automatiquement une image et d'extraire des informations liées au contenu de cette image. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement utilisé par exemple dans le domaine de la conduite automatique et les voitures autonomes. Alors, on a aussi un autre champ d'application qui est le traitement du langage naturel. Alors par traitement du langage naturel, il faut comprendre plusieurs choses. Ça peut être la traduction automatique de texte, ça peut être l'analyse de sentiments, être capable de dire finalement quelle est l'impression générale qui se dégage d'un texte, mais ça peut être aussi être capable de résumer automatiquement un texte ou faire des analyses plus fines liées au contenu. Et on a aussi toute l'aspect générationnel, synthèse, être capable de synthétiser une voix, être capable de synthétiser quelqu'un qui parle, par exemple. Ce sont des choses qui ont eu énormément de succès avec le développement du deep learning. Alors, on a la même chose du côté du traitement des données audio. Là encore, avec la synthèse audio, la synthèse musicale, ou encore l'analyse et le décryptage de données sonores. Donc bien évidemment, il y a aussi des cas de figure où, par exemple, on peut combiner ces différentes modalités, combiner la vision avec la donnée audio. Là, récemment, il y a eu encore des papiers qui portaient sur notre capacité éventuellement à lire sur les lèvres et à synthétiser de l'audio, de la parole, à partir de juste l'information du mouvement des lèvres. Alors, toutes ces méthodes-là, en fait, peuvent se rejoindre sous l'idée en fait, qu'on peut, au travers de l'IA, développer des modèles prédictifs. Donc, modèle prédictif, ça peut être en météorologie, par exemple. On peut chercher à prédire le temps qu'il fait, mais ça peut être aussi sur de l'analyse de données clients ou éventuellement même des données relatives à des flux financiers, etc. Et puis, il y a une grande catégorie d'applications en IA, c'est les systèmes de recommandation, c'est-à-dire être capable de proposer éventuellement à un certain nombre d'utilisateurs un ensemble de produits ou de sujets qui pourraient les intéresser. Et ça passe par une analyse automatique de leur profil et éventuellement la mise en correspondance de leur activité recueillie sur différentes parties du web ou dans différentes applications. Donc finalement, ce qu'on voit, c'est que la plupart de ces applications en fait, couvrent un champ vraiment extrêmement important, mais on voit aussi qu'il y a certains domaines qui sont un petit peu critiques, on va dire, du point de vue de la sécurité. Je vais citer le point de vue, l'exemple des voitures autonomes. Donc effectivement, une voiture autonome, est-ce qu'elle repose en partie, en tout cas, sur l'exploitation d'algorithmes de vision par ordinateur qui vont être capables de détecter automatiquement si un piéton circule ou si une voiture se trouve à l'arrêt devant nous, etc. Est-ce que finalement, en supposant que quelqu'un souhaite attaquer ou souhaite modifier le comportement de cet algorithme, est-ce qu'il est nécessaire de réfléchir fortement au biais par lequel il pourrait faire cette attaque et d'analyser à la fois la vulnérabilité des algorithmes existants et aussi éventuellement anticiper sur un certain nombre de défenses qu'on pourrait mettre en œuvre pour défendre notre modèle.